Bienvenue au Polysécure, épisode spécial. Nous allons parler un peu, enfin, la suite de ce qu'on avait parlé avec Emeline et Frank la dernière fois. Là, on avait parlé plus d'OSINT, de la vie privée, sécurité, tout comment ça s'articule. Là, on va l'appliquer dans un contexte peut-être un peu plus tangible, c'est-à-dire dans nos familles. Comment cela se répercute dans nos vies personnelles et avec nos enfants. Fait que Emeline et Frank, je vous laisse la parole et vous présenter un peu si vous désirez. Mais oui, certainement. Je peux y aller si tu me le permets, Frank. Moi, de mon côté, vous le savez, pour la plupart, ça fait un petit moment que je suis invitée sur le podcast. Et en ce moment, je donne de la formation en entreprise sur tout ce qui touche les bonnes pratiques, toutes les bonnes pratiques en ligne, l'humain au-delà de la cybersécurité, dans la cybersécurité. Et moi, il y a un an où j'ai parti le projet, et j'ai dû faire un choix déchirant, c'est déchirant, vous allez rigoler, mais me dire, est-ce que je m'en vais vers les entreprises ou est-ce que je m'en vais vers les jeunes? Parce que les jeunes, que ça me tente de pouvoir aussi venir les sensibiliser, les outiller, pas tant les parents, mais plus les jeunes vraiment. Donc, j'ai fait le choix finalement de m'en aller plus avec les entreprises pour des soucis de viabilité du projet. Puis pour démarrer, c'était plus facile dans ma tête, en tout cas, d'aller d'abord avec les entreprises. Mais j'ai quand même toujours beaucoup dans mon cœur les jeunes. J'ai eu une phase aussi d'ailleurs quand j'étais longtemps intervenante psychosociale à travailler dans le communautaire, en intervention. Je travaillais à la banque au niveau des fraudes, au niveau des enquêtes. Mais pendant un an, j'ai eu un laps de temps où pendant un an, j'allais dans les écoles, justement. J'allais dans les écoles donner de la formation aux jeunes sur c'est quoi la vie privée, de parler de cyberprédation, cyberintimidation. Et ben, en parlant avec Frank et Nicolas Loïc la dernière fois, ça a fait comme reviver ça. Puis c'était l'intérêt, en fait, de vouloir aborder tout ça au niveau des bonnes pratiques pour nos jeunes, au niveau de nos bonnes pratiques, probablement en tant que parents aussi. Et je pense qu'on a plein de belles choses intéressantes à dire. Frank, je te laisse te présenter puis introduire aussi cet intérêt pour le sujet. Merci Emeline. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour Nicolas, bonjour Emeline. À la suite de ce qu'on s'était dit au dernier podcast, c'est sûr que la notion encore une fois, du cercle vertueux entre vie privée, confidentialité et sécurité, ça ne touche pas que l'entreprise en tant que telle. D'ailleurs, beaucoup de ciseaux reprennent dans les entreprises que la sécurité est normalement une responsabilité de tous. J'aime bien parce qu'ils disent tout ça, mais derrière, ils le font pas spécialement pour eux-mêmes. Mais le fait c'est que c'est une sécurité pour tous que nous-mêmes nous faisons, évidemment, dans notre vie actuelle. C'est-à-dire que moi, la plupart du temps, dans mes présentations de sécurité que je fais, que ça soit pour les ransomware, que ça soit pour du reverse engineering, que ça soit pour du cloud, ce que je dis souvent aux gens, d'ailleurs, Nicolas a l'habitude, parce que je crois que je sais pas combien j'ai dû faire de presse depuis lors, mais il me connaît depuis presque 10 ans maintenant, c'est de dire qui a fermé, qui n'a pas fermé, en fait, c'était la question, c'est qui n'a pas fermé la porte de sa maison ce matin. C'est marrant, j'ai aucune main levée dans la salle, encore moins quand je demande si quelqu'un a fermé sa voiture à clé, est-ce que éventuellement ils ont laissé les clés dedans? Non plus. Donc, je rétorque en même temps. Alors, pourquoi vous me mettez des post-it derrière votre clavier? Pourquoi vous me mettez des passwords aussi merdiques? Et pourquoi vous ne faites pas le tout est fait? Pourquoi vous sauvegardez pas les choses? Donc, les gens ont toujours encore un acte. Ça, c'est la notion de sécurité en tant que telle. Après, il y a une méconnaissance technique, mais la sécurité, quand elle se touche à titre physique, est beaucoup plus, évidemment, probant qu'à titre numérique. Et pourtant, notre monde est fait maintenant sur le numérique au complet. Je rappelle juste un point pour que les gens du podcast comprennent. La Banque centrale, la BCE, la Banque centrale européenne et la Banque centrale américaine a sorti un document fin 2020, début 2021, en disant que la notion fiat monnaie, on dit les fiat monnaies, c'est la vraie monnaie, pas les cryptoactifs. Donc la fiat monnaie, c'est l'argent trébuchant que vous avez en main, ne représente à aujourd'hui que 27,3% de papier qui existe au travers de la planète. Toute monnaie confondue. Ça sous-entend à aujourd'hui que si vous remettez ce chiffre à l'envers, parce qu'en fait c'est comme ça qu'il faut le remettre, c'est 73%, je mets pas les virgules, c'est 73% qui ne se passe en quoi? Que du mouvement dans des bases de données et que des chiffres qui se passent de banque à banque ou de numéro à numéro avec vos cartes. Donc ça sous-entend que tout votre argent et l'intégralité de tous vos biens en tant qu'argent n'est que des informations dans une base de données. Donc, ça sous-entend quoi? C'est des informations numériques. Donc, vous devez faire plus attention à vos systèmes numériques, que vous devez faire attention à
les billets de $100 que vous avez peut-être éventuellement dans votre portefeuille parce que vous y perdrez beaucoup plus que ça. Je parle même pas des cryptoactifs, je parle même pas des actions ou des comptes évidemment en bourse, je ne parle même pas des points. Tout ça aussi est encore en plus de la numérique. Donc, je rebondis là-dessus, plus vite on va apprendre à nos enfants et plus vite on va apprendre à nos familles, puisque ces familles-là ont des boulots dans des sociétés. Ces sociétés, la plupart du temps, les couples ne travaillent pas au même endroit, ont évidemment des choses comme les enfants qui ont évidemment, selon les âges, ne sont pas non plus au même endroit entre primaire, secondaire et cégep. Plus vite on va apprendre les meilleures pratiques ou les meilleurs réflexes de protéger son identité, de protéger éventuellement ses données personnelles, d'avoir éventuellement une bonne pratique de protéger ses accès, plus vite on en fera, pour ma part et à mon avis, un adulte responsable dans le monde numérique sur lequel on va vivre et dans sa vie future, parce que il y aura du PayPal, du crypto-actif, des paiements à la Binance, des paiements via version Interact qui se fait en deux coups les gros, des PayPal.me qui se fait maintenant, des Square. Je vous rappelle que maintenant on paye avec son téléphone aussi. Comment on peut faire confiance à mettre une carte de crédit dans un téléphone où on sait qu'un téléphone est tenu par les Américains ou par les Chinois selon la marque du téléphone. Enfin bref, c'est tout un débat qu'il faut aussi éventuellement mettre en avant pour que la personne puisse après dire « moi, je vis avec le risque ». Il a la même raison que, évidemment, les entreprises. Moi, je conditionne de dire « je vis avec mon risque » en me disant « non, selon ce que j'ai lu, ce que je comprends, ce qu'il en est ». Mais c'est de prendre un faisceau d'informations pour évidemment, comme le font d'ailleurs les historiens, ils s'arrêtent pas à un des faits, ils essayent d'en prendre au moins 5, 6, 7 et de différentes mesures ou de différents endroits pour vérifier si l'information est correcte. Faut faire la même chose. Maintenant, si vous mettez, je sais pas moi, un logiciel que vous ne connaissez pas avec votre carte de crédit dans un P30 Huawei chinois, bon, là, écoutez les gars, vous avez, à mon avis, 50% de chances que votre carte peut éventuellement être pris en otage pour le faire. C'est pas plus compliqué que ça, mais que ça soit les jeunes ou que ça soit de toute façon, moi aussi, mon autre cheval de bataille, c'est surtout les anciens, donc au-delà de 75 ans, qui pour moi, 70, 75, en espérant que s'il y a des podcasters de cet âge-là qui ne prennent pas à mal ce que je vais dire, mais parce qu'ils n'ont pas vécu non plus avec cet âge-là, et plus loin encore, évidemment, il faut les éduquer ou en tout cas les aider à comprendre comment ce système fonctionne. Oui, c'est un cas particulier puisqu'on est la génération en tant que parents qui n'avons pas grandi avec cette technologie-là de numérisation extrême entre les mains et dans lequel on se retrouve avec une génération qui nous suit, qui, elle, vit de façon unique dans cet environnement-là. Fait que c'est un changement excessivement rapide et à laquelle j'ai l'impression que là, tu parlais des anciens, des personnes de grand âge qui, eux, n'ont jamais même connu ça de leur vie active, se retrouvent avec une technologie, des réseaux sociaux, une fluidité de l'information puis des contenus dans lesquels ils n'ont jamais même pu imaginer que ça pouvait exister. Ils se retrouvent là-dedans, donc sont démunis. J'aime ça de la façon que tu l'abordes. Et nous, comme parents, on est à la limite un peu démunis pour mesurer l'ampleur. Nous, on est chanceux parce qu'on a baigné là-dedans de façon professionnelle, mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Moi, je fais souvent le pont aussi. On pourrait voir ça d'un autre angle, de dire, justement, quand on veut former nos adultes en entreprise, parlons-en avec des choses qui sont plus proches d'elles. Parce que des fois, si on est des employés au sein d'une entreprise, on se retrouve face à un formateur qui veut nous parler de bonnes pratiques. Peut-être que ça ne nous parle pas puis qu'on est assis là un petit peu par dépit parce que notre boss nous a dit « assis-toi pendant 1 heure avec Emeline ». Mais d'aller leur parler, de leur ramener à des choses qui sont plus proches d'elles en disant toutes les bonnes pratiques qu'on va aborder aujourd'hui, faites le pont avec votre propre vie personnelle. Adaptez-les dans votre vie personnelle. Parlez-en à votre jeune, parlez-en à vos parents aussi. Et à ce moment-là, de façon très naturelle, les bonnes pratiques qu'on acquiert dans notre vie personnelle, ça s'en va aussi vers l'entreprise. Moi, je vois peut-être trois axes. Tu parlais, Frank, tantôt, puis je voyais peut-être 3 axes intéressants. Puis, encore une fois, moi, je suis quelqu'un de très organisé et très toqué, mais on a de la place pour tout. Anyway, moi, je vois au niveau des jeunes, le partage d'informations qui est un enjeu, clairement. Partage d'informations, les interactions avec les autres et les interactions avec les écrans. On parlait un petit peu en off, justement, du temps d'écran. C'est les choses que je voyais. Au niveau du partage d'informations,
beaucoup de jeunes se retrouvent très tôt sur les réseaux sociaux et on en parlait aussi tout à l'heure. Et réseaux sociaux égale interaction avec les autres, mais égale aussi partage d'informations. Et dans la tête des jeunes, c'est très peu concret que ce qui se passe sur Internet reste sur Internet. Enfin, et puis là, il y a deux façons de le voir. On peut dire, ce qui reste à Vegas, reste à Vegas. Bon, ce qui se passe sur Internet vient pas dans la vraie vie, ce qui est totalement faux. Mais aussi le fait que quand je publie quelque chose sur Internet et que je le supprime pas réellement d'Internet. Il y a quand même toujours une trace quelque part. L'analogie que j'aime bien donner à mes jeunes, généralement, c'est de dire, admettons, je suis, moi, Emeline, sur le bord d'un précipice, puis j'ai une bouteille d'eau dans la main. Et là, j'ai un pont qui sépare les deux bords du précipice. Donc là, avec ma bouteille d'eau, je traverse mon pont, je mets ma bouteille d'eau de l'autre côté du pont, et moi, je retourne à mon côté initial. Donc, d'un côté, j'ai ma bouteille d'eau, d'un côté, moi, j'y suis, puis là, j'ai une petite tendance pyromane et je brûle le pont. Est-ce que ma bouteille d'eau de l'autre côté, elle continue d'exister? Oui, c'est juste le chemin pour me rendre à elle qui n'existe plus. Mais je pourrais le reconstruire, je pourrais trouver un autre moyen pour récupérer ma bouteille d'eau. Ma bouteille d'eau, c'est mon analogie avec mon image, avec mon contenu. Elle existe toujours sur les serveurs. Elle existe toujours. Je peux pas aussi être convaincue que quelqu'un n'a pas fait un clic droit, enregistré sous, puis l'est sur son desktop aussi, puis la réaffiche à un moment donné. Donc, le partage de contenu, puis je serais intéressée de t'entendre là-dessus, peut-être Frank, puis j'ajouterais peut-être une notion de géolocalisation après qui amène aussi tout plein de beaux enjeux. Qu'en dis-tu? Oui, en fait, si on peut faire une analogie avec ce que tu as dit, ce qui est très drôle, c'est que je peux faire une analogie avec mon fils pas plus tard que la semaine dernière pour un rendu d'un travail qu'il devait faire sur justement son sujet pour le cégep. Et il s'est aperçu que il avait été avec son groupe en début de session au mois de septembre dernier sur un site internet qu'il avait enregistré où ils avaient pris, je crois, le lien d'un post ou d'un blog. Enfin bref, il me dit, écoute, on a cherché quelque chose, on l'avait trouvé, on l'avait mis de côté. Parce qu'on savait qu'on en aurait besoin, mais on n'a pas jugé bon, parce qu'évidemment, les enfants, ou en tout cas les jeunes gens, ne jugent des fois pas bon de faire un backup à l'envers. D'ailleurs, c'est très drôle. Avant, on backupait sur Internet. Maintenant, c'est de faire un Internet backup sur du local. Ça s'est tellement mis en ligne que ta bouteille d'eau, elle est trop sur le net. Et donc, il y a trop de ponts brûlés que des fois, tu n'arrives plus à retrouver ta bouteille d'eau parce que tu sais pas où tu l'as mis. Donc ça, c'est très drôle. D'ailleurs, même les backups en entreprise maintenant, c'est plus de dire de mettre des backups à l'interne que des backups à l'externe. Bref, ça, c'est le monde à l'envers. L'autre débat était de dire, ouais, mais papa, j'ai pas le retour de l'information, on l'a perdu, le site est fermé. Ou en tout cas, le site n'existe plus, en fait. Ah, je dis non. Sur Internet, c'est pas le site n'existe plus, c'est que tu sais pas où aller le chercher. Mais il y a une superbe truc que les podcasters vont peut-être l'entendre, mais nous, les professionnels, on l'utilise assez souvent en Red Team. C'est le Wayback Machine. Donc, si vous tapez sur waybackmachine.com et que vous allez évidemment chercher le lien et de site, c'est assez assuré que si la page n'était pas protégée, ou en tout cas demandait évidemment une connexion. D'ailleurs, je redis aussi à des blogueurs qui nous écoutent et qui nous disent et qui veulent des fois vendre des choses à titre gratuit, qui l'ont mis pendant un certain temps, puis que d'un seul coup ils se disent je vais me mettre en Patreon ou je vais me mettre en truc puis de le faire vendre. Oubliez pas que vous avez un Wayback Machine, donc ça sous-entend que ce que vous venez de vendre, il est encore disponible évidemment bien en arrière. Alors évidemment, la vie future va faire que oui, ce que vous allez mettre dans les 6 prochains mois, ça va aller, mais c'est pas le cas. Donc on a fait du Wayback Machine avec son blog et on a récupéré l'article évidemment qu'il voulait. Alors l'article n'était pas en HTML, de toute façon il voulait que le texte. Donc là le but du jeu était récupérable et c'était fait. Donc ça, à aujourd'hui, ça reprend un peu toute l'explication qu'a dit Emeline. La Wayback, c'est le fameux pont qu'on peut éventuellement reprendre. Puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il est certain que quand on reprend aussi pour les enfants, et puis je parle du plus petit jeune âge, et quand je dis plus petit jeune âge, ça va de l'âge de 3 ans, 2 ans. Je dis qu'avant, faut de l'interaction. Donc je dis au moment où l'enfant a de l'interaction, les parents achètent les jouets ou la famille achète les jouets qui vont avec. Mais les jouets, de plus en plus, sont interconnectés. Donc, les jouets deviennent de plus en plus intelligents. D'ailleurs, dernièrement, je viens d'apprendre que Kinder Surprise permet d'avoir
je sais pas quoi, Appidoo qui permet de mettre en VR les informations dès qu'on ouvre le petit œuf avec le petit bonhomme qu'il y a dedans. On met le téléphone devant la petite figurine et hop, la figurine prend marche évidemment en 3D et compagnie. Sauf que qu'est-ce qu'il a fait Appidoo avec évidemment Kinder? Il vous demande la première chose, c'est de créer un profil. Donc comme on dit, on a créé un profil, on sait quel âge t'as, on sait où t'es, on sait ce qu'il en est. T'es obligé d'avoir un iPad ou une tablette, peu importe laquelle. Je dis un iPad, je veux pas faire de pub pour quelqu'un, mais une tablette, un iPhone. Et en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est toutes les consoles. Les consoles demandent un profil. Prenez une console comme Switch de Nintendo, vous prenez la Sony, vous me prenez la Xbox, vous me prenez après les poupées. Il y a même un gars en Red Team au Black Hat il y a 3 ans avec la dernière truc de chez Mattel en poupée, il l'a dénaturé, il pouvait ouvrir les garages parce que les trucs étaient en Bluetooth pour ouvrir les trucs de garage. C'est pour vous dire. Donc ça veut dire bien qu'en plus on peut dénaturer un jouet pour que ça devienne un Red Team pour faire du hijacking, pour piquer des voitures ou pour piquer ouvrir des portes de garage. Donc ça prouve qu'on met quand même dans les mains de petits bonhommes et des petites bonnes femmes des choses qui fait qu'on va mettre en plus leur surnom. Je vous rappelle que c'est souvent des questions de sécurité qu'on vous demande. Ah tiens, le surnom, bah oui, mais là tu l'as laissé plein de fois parce que de toute façon tu avais des jouets qui le demandaient. J'en parle même pas aussi au niveau des caméras. Maintenant il y a des petites poupées qui ont des caméras aussi pour voir le visage, qui fait qu'évidemment la poupée réagit selon éventuellement si la petite fille ou le petit garçon va évidemment faire une grimace ou pas. Donc là aussi, si on hack ce genre de choses, comment ça se passe. Donc encore une fois, quand on regarde aussi, et puis je terminerai avec ça sur un point important, c'est que quand on regarde aussi la masse d'informatique qu'on a à la maison. Moi, ce que je demande aux gens la plupart du temps, des fois quand je fais mes prêts, c'est de dire, mais si vous avez un couple avec 2 enfants, dont les 2 enfants, voire même 3, puis là je prends acte pour voir la tête de mon ami Nicolas assujetti, c'est que là ils sont 5. C'est 5 dans une maison, avec en plus quelqu'un qui est dans le monde professionnel en informatique, ce qui est souvent en plus pire quand c'est pas le cas. Mais là, c'est combien de personnes interconnectées et combien de choses qui sont connectées. Ça veut dire que Nicolas doit avoir à peu près, si je me pense, son cellulaire, une tablette, 2 PC, voire 3, parce que si au cas où il travaille avec des sociétés qui demandent un PC, ça fait donc 3 PC faciles. La dame doit avoir aussi son cellulaire, les 3 enfants cellulaires, plus la tablette, plus... c'est une petite PME. Je veux dire, on est dans une petite PME. Maintenant, chaque famille, peu importe où elle se trouve, avec au moins 5 personnes, c'est un routeur avec tout ce que ça comporte. Puis pour peu qu'il y a 3 ou 4 télés dans la maison, un peu de maintenant les watch qui sont connectés, la balance parce qu'on veut faire du sport et qu'on fait attention à son poids qui est connecté aussi. Puis pour peu qu'on a le dernier Samsung avec ce qu'il y a dans le frigo, bah voilà. Là, puis si vous avez Google Nest ou je sais pas moi, toutes les notions pour avoir éventuellement le CO2, l'alerte du feu et puis de savoir s'il fait 22 dans la maison, bah voilà, vous êtes à part de savoir si vous êtes bien au chaud dans votre lit ou dans votre bain. Il n'y a pas grand-chose où vous n'avez pas de numérique à ce niveau-là. Et tout ça est à câble. Et tout ça vous donne des profils, des numéros, des noms, des GPS, des localisations, des informations, évidemment, comme les appareils photo qui prennent les photos. Je vous rappelle que les notions de GPS sont à l'intérieur et sont gérées en exfil, en metadata. Bref, les appareils cellulaires aussi, d'ailleurs, en l'occurrence. Donc, au secours, faites attention, parce que tout ça génère évidemment un tronc commun de vie d'une famille, et tout ça donne évidemment de l'information pour faire du social engineering, pour faire de la recon. Je vous rappelle que Barack Obama s'est fait piquer son putain de mot de passe de Twitter juste avec de la recon avec un gamin de 16 ans qui se trouvait en Allemagne. Il a juste poursuivi pendant 6 mois tout ce qu'Obama avait posté à droite et à gauche, avait fait des tests et compagnie, puis Twitter avait fait le con à l'époque de pas tester, enfin, quand on le testait au bout d'un certain temps, c'était de le bloquer, là maintenant ça y est, c'est fini, mais il a quand même retrouvé son mot de passe à ce niveau-là. Donc, tu sais, c'est ça qui fait dire qu'à aujourd'hui, rien qu'avec de l'OSINT, c'est ce qu'on appelle, c'est de l'open source intelligence, bah c'est évidemment trop facile à le gérer.
Ouais, puis comme tu dis, toutes ces bébelles-là, elles nous suivent à l'extérieur aussi, la géolocalisation. Hein. C'est un gros enjeu. Il y a des applications qu'utilisent nos jeunes qui ont des options de géolocalisation. Je pense à Snapchat, par exemple, qui est une application où les jeunes se prennent en photo, ils s'envoient des photos. Bon, on va parler des photos qui amènent leur propre lot d'enjeux aussi, mais rien que la géolocalisation, sur cette appli-là, il y a une map où est-ce que tu peux voir où sont tes amis. Et là, il y a toute la notion de est-ce que le profil il est privé, est-ce que le profil il est public, est-ce que tout le monde sait. Ouais, ça fait réagir. Je vois votre non-verbal aussi, qui les gens ne vous voient pas, c'est dommage. Oui, je vais faire du verbal, juste pour accompagner mon non-verbal. Oui, puis je sais que chez les jeunes, il y a du stalking qui se fait qu'ils se surveillent entre eux autres. Tout ce que on parlait en off, justement, du drama que ça comporte. Juste l'usage de Snapchat puis ces cartes interactives-là qui permettent de localiser les gens est une source de drama très importante chez les jeunes. Parce que là, ils chialent, ouais, pourquoi t'as vu un tel, t'étais pas supposé. Puis ils viennent à regarder, à avoir des comportements que je pourrais considérer déviants en termes d'une saine socialisation des jeunes. Donc, c'est très troublant qu'on donne ces outils-là et qu'on favorise ce genre de comportement-là chez nos jeunes. Bah, puis même pire, au-delà d'aimer aussi un restaurant, hein, Google, si vous faites le suivi de tout ce qu'il en est, vous sortez d'un resto, si vous êtes branché, hey, tu viens de manger ici, t'es content, ça a été cool, tu l'as fait, si c'est pas évidemment dans votre cercle privé. Et si vous voyez aussi dans Google, hein, vous pouvez faire toute la gestion des comptes de votre Google, il va vous dire votre map en 30 jours de ce que vous avez fait à aujourd'hui. N'oubliez pas non plus que dans l'autre podcast, on avait parlé aussi, puis ça, bon, c'est moins par rapport aux jeunes, mais encore pire quand ça démarre, évidemment, à fortiori le plus tôt possible, c'est que vous avez toute cette notion de déchets numériques et de trash numérique et d'identité numérique que vous laissez au fil des années et au fil du temps, qui fait qu'au fil du temps, vous avez aussi malheureusement des vieux mots de passe qui traînent, des vieux comptes qui n'ont pas été détruits. Et puis en même temps, et pire, c'est le fameux, moi, ce que j'appelle notaire 3.0, c'est-à-dire demain il se passe quoi, comme je l'ai rappelé, hein, ça touche aussi les familles et pas spécialement que les jeunes, mais qu'est-ce que je fais, moi, si c'est pour le droit à l'oubli, le droit à extinction des données, le droit à extinction des profils? C'est avec Facebook, Google et tous les gros maintenant ont été obligés, plus ou moins avec la GDPR ou avec évidemment des droits US qui ont été mis en place pour le fameux, si t'as pas mis quelqu'un qui sait gérer ton compte en même temps avec le fameux mobile ou l'autre mail que t'as donné, ou Google met aussi un truc en disant si vous n'avez pas de connexion au bout de combien de temps, 2 mois, 3 mois, 6 mois, ils vont jusqu'à 18 mois. Puis là, ils kill. Qu'est-ce qu'on fait avec votre compte? On le kill, on le tue, on l'efface, on fait. Tout ça est à gérer aussi en amont parce que je suis pas certain aujourd'hui que les gens, puis là, je le dis à mes deux, vous pourrez pas voir non plus leur non-verbal, mais ils pourront répondre à mes deux collègues en face, là, c'est de dire, est-ce que mes deux amis en face ont réellement leur spider complet de leur vie numérique à date quelque part, qui permet même avec un password manager ou avec un point, mais quand même, qu'est-ce qu'ils ont acheté depuis toute une année, qu'est-ce qu'ils font comme dépenses dans des abonnements numériques, puis ça va de la petite, évidemment, forum qu'on s'est abonné parce qu'on veut tel, et puis le reste qui est évidemment les comptes de profil. Est-ce qu'on est sûr et certain qu'on a vraiment toute notre cartographie qui est faite depuis lors? Ça, c'est évidemment quelque chose d'important parce que automatiquement, même pour un enfant, par exemple, moi, il faut que je sois capable d'être sûr et certain que est-ce que s'il m'arrivait quoi que ce soit à moi ou à ma femme, est-ce que mon fils est capable de reprendre les choses en main ou de fermer ce qu'il en est? Est-ce que si c'est l'inverse et je touche du bois, est-ce que je suis capable, moi, quand on sait la détresse que ça donne de perdre des parents ou de perdre un enfant, qu'est-ce que ça donne? C'est aussi grave des deux côtés et encore plus d'un côté que de l'autre quand évidemment on peut pas fermer certains dossiers puis que ça continue toujours, enfin certains profils et que ça continue toujours à gérer. Donc c'est tous ces aspects-là aussi qui évidemment doivent faire attention. Puis on a parlé tout à l'heure des jouets pour les enfants, mais on a aussi tous les jeux en ligne pour les ados et les jeux en ligne pour les ados un peu plus adultes. Mon fils a 20 ans, donc par défaut, lui aussi joue avec des trucs, mais il y a tout le Steam, il y a tous leurs trucs de Uplay, il y a tous les comptes maintenant qui sont interconnectés. Donc maintenant, il y a des vols de wallets pour éventuellement aller récupérer justement les fameux 3000 pièces dans un certain jeu qu'il n'a pas. Ou bref,
tout ça, et puis maintenant, il faut savoir, hein, puis c'est pas secret, hein, on sait que la notion terrorisme, la notion de pédophilie, la notion de toutes les actions un peu passe aussi par des forums de jeu ou passe par des notions d'aller capter à droite à gauche. Donc, plus vite on va en parler, plus vite on va savoir évidemment si c'est pas mauvais de demander à un gamin ou à son enfant ou à son jeune de dire écoute, on va passer 1 heure ou 2 là, tu vas me dire où t'es connecté et où tu l'as fait. Est-ce que tu as inventé un nouvel email que moi je suis pas au courant et que tu l'as fait? Dieu sait que mon fils m'en a fait des vertes et des pas mûres là-dessus parce qu'il savait que je le surveillais. Donc par défaut, c'est ça qu'il faut évidemment comprendre. Et c'est ça qui évitera, comme tu l'as dit, Nicolas, à faire qu'il y a des déviances qui s'installent. Ah oui, mais j'ai mon copain qui m'a... Tiens, tu m'avais dit vendredi matin que tu serais là, puis t'as pas été là parce que t'as liké à tel endroit, puis que t'as pas fait. Attendez les gars, vous êtes passé l'art dans les Big Brother et vous surveillez les copains, les copines et compagnie. Vous êtes sûr, là? Vous voulez vraiment rentrer là-dedans? On dirait que vous créez votre propre dictature à vous-même. Là. Vous générez vous-même les propres problèmes pour que vous puissiez vous générer des soucis psychologiques pour rien. Attendez, la vie est assez compliquée comme ça pour s'en générer d'autres. Bref, c'est ça qui fait je pense qu'il faut faire attention et tout ça amène évidemment à une protection de vie privée en tant que telle. Le nom, l'adresse, la date de naissance, les choses qu'il aime, les photos, les vidéos, l'intégralité de tout ça, les enfants doivent être au courant sur quoi ils s'engagent à malheureux. Alors, je dis pas un enfant de 6 ans, hein, je me comprends, mais là, on peut le jouer sur une notion de pédagogie et de jeu, là. Mais dès qu'on a un âge certain qui est de 12, 13, 14 ans et au-delà, je pense qu'il faut les responsabiliser parce que c'est les outils de demain. On les responsabilise bien à dire en toute logique bonjour, bonsoir, les respects, les us et coutumes de la société. Je vois pas pourquoi que le numérique ne serait pas partie prenante à ce niveau-là. Et vous avez dit 2 notions super intéressantes aussi. Il y a oui le risque externe, le risque du reste d'Internet, mais entre eux, les jeunes ne sont pas sympas non plus. Entre eux, les jeunes, il y a beaucoup de cyberintimidation, il y a beaucoup de messages pas super sympas qui viennent remettre en cause plein de choses au niveau de l'image, de la confiance, de l'estime de soi du jeune aussi. Il y a plein de vidéos sur Internet qui traitent de ce sujet-là. Je pense à une youtubeuse qui avait fait une vidéo justement qui disait qu'elle était championne du monde de cyberharcèlement parce qu'elle recevait vraiment beaucoup de messages atroces. Mais ouais, les jeunes entre eux sont... Si on pense, on parlait des photos. On ne peut pas parler des jeunes sans parler des photos, les images à caractère sexuel, les images intimes qui sont partagées en cours d'une relation amoureuse, peu importe, puis hop, que je t'envoie un sexto et que, promis, je le partagerai à personne. On oublie 2 choses là-dedans, probablement. La pire, c'est que notre jeune est en train c'est de la création de pornographie juvénile. Parce que ce jeune-là est mineur, puis il prend une photo, certes de soi-même, mais c'est de la création de pornographie juvénile. Et puis le jeune se met à risque que ce soit redistribué. Combien il y en a des dramas, effectivement, dans des écoles, une image qui fuite, une image qui est partagée. Il y a eu des histoires d'horreur. On a eu Amanda Todd qui, il y a quelques années, qui mène même à des suicides, en fait. Donc, c'est énorme l'impact entre les jeunes, le vecteur de communication qu'amène Internet et à quel point à quel point c'est là qu'on réalise que ce qui est sur Internet reste pas sur Internet, ça sort dans la vraie vie, ça arrive dans la vraie vie, dans le monde réel, si on veut. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des cas par rapport à ça? Moi, je le vois des fois même dans le chat, peut-être des chats vidéo, des commentaires sur des vidéos YouTube. Je suis comme, mais voyons les gens, vous êtes bien. On oublie que Internet, il y a un écran, oui, mais il y a une personne derrière, puis cette personne, elle a des émotions, mais on la voit pas, cette personne-là, donc on est moins affecté. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr qu'on est dans le monde du troll. C'est une des déviances que l'Internet nous a amené. Puis si les jeunes sont aussi coupables que les adultes ou les personnes frustrées qui ventilent de cette façon-là, cette forme de haine qu'on ne voyait pas en présentiel, puis que le contact avec des vrais humains empêche pour plusieurs raisons. À Québec, il y avait eu le cas dans une école secondaire privée où justement, il y a eu ce genre de cas-là qui a été médiatisé il y a quelques années, 3-4 ans de mémoire.
où justement, il y a eu comme une espèce d'élément comme ça, où de photos privées ont été partagées. Puis, tu sais, ça devient comme drôle entre les personnes qui partagent, mais la réalité, c'est que la personne qui est la victime dans ce partage-là, c'est moins drôle d'être dénigré de cette façon-là et d'être brimé de cette façon-là. Fait que je pense qu'on a un manque en tant que société, et probablement ça descend jusqu'aux parents et nos institutions d'encadrement et d'éducation, des conséquences des gestes qu'on pose. Qu'on diffuse l'information dans le numérique et que les gens vont agir négativement avec cette information-là, donc vont exprimer leur haine ou leur plaisanterie qui est pas si drôle que ça finalement à travers ce genre de choses-là. Pour surenchérir sur ce que vous dites, parce que moi pour différentes raisons que je rentrerai pas dans le podcast, ça me touche personnellement pour d'autres points, mais j'ai travaillé ou j'ai eu le plaisir de travailler avec Bouclier.org pendant quelques années quand j'étais encore en France, qui est vraiment une des associations qui est contre justement la pornographie juvénile et la pédophilie au sens large. Et comme le précise évidemment Emeline là dans son commentaire, c'est que ce qu'il faut comprendre en même temps, c'est la notion de le numérique va faire le pas dans la vraie vie très rapidement. Ce que les gens ne comprennent pas à un moment donné, c'est qu'ils pensent qu'en étant derrière son écran, en étant derrière un clavier, en pensant qu'éventuellement on va faire telle et telle affaire, peu importe que vous ayez un avatar, peu importe que vous ayez la photo de, je sais pas moi, Freddy le harceleur là du vendredi 13 ou la notion d'avoir un masque à la massacre à la tronçonneuse, vous êtes obligatoirement connu de quelqu'un ou de quelque chose et que vous avez obligatoirement, puisque c'est intrinsèque à l'être humain, vous avez joué sur un cercle d'amis et qu'on sait que par défaut, vous avez telle et telle affaire et compagnie. Donc ça va sauter obligatoirement. Là où je veux en venir, c'est qu'évidemment, l'alarme qui est évidemment donnée pour les enfants, c'est qu'encore une fois, les réseaux sociaux viennent de la maturité des enfants. L'âge à aujourd'hui, et quand on dit à un enfant qu'il n'a pas l'âge de comprendre un certain nombre de choses ou de la subtilité ou l'objectivité ou la subjectivité, d'ailleurs, des fois des parents peuvent éventuellement faire des blagues ou se disputer sans se disputer parce que c'est un jeu qu'ils ont avec, et l'enfant va croire que les parents sont en train de se chicaner, de divorcer, et que pour le coup c'est pas comme ça qu'il faut le gérer, puis que la psychologue derrière ou quelqu'un qui aurait été, bah oui, il pense que éventuellement vous êtes, bah non, c'est notre jeu parce qu'on s'émoustille de cette manière ou peu importe, hein. Parce qu'ils n'ont pas le cerveau adéquat de la maturité pour le comprendre, parce qu'ils n'ont pas vécu ce genre de choses et compagnie. Donc les gamins aujourd'hui sont tellement mis à outrance avec, ou avant pour faire une annonce, fallait des mois, voire des années pour que ça fonctionne. Désormais, vous mettez un tweet, si vous êtes un follower, vous allez toucher 5 millions de personnes. Alors je me doute, tous nos gamins n'ont pas 5 millions de personnes, mais ça sous-entend qu'une école complète, peu importe dans quel quartier vous êtes, ça sous-entend que vous pouvez taper tout de suite, même quand vous et moi, à mon époque, et en France, et ça fait très longtemps, où il y avait même pas Internet, quand quelqu'un faisait une bêtise ou quoi que ce soit, ça se savait dans le groupe, mais on s'arrêtait à une circonscription de 4-5 personnes ou 6. À aujourd'hui, il y a la moindre problématique qui se passe, puis qu'on fait une photo, n'importe quoi, et on balance, c'est l'intégralité de toute l'école, ou voire même carrément le quartier et les environs, plus les copains des copains des copains, puisque on connaît au moins 4 et les 4 autres on connaît, puis ça fait un effet pyramidal. Là où c'est peut-être, puis j'ai envie peut-être de choquer pour ce matin un peu les choses, parce que c'est un des points que je l'avais préparé quand j'avais été chercher un petit peu les infos, puis là j'ai des infos j'ai pas les infos adéquates au Nord-Amérique, ou en tout cas au Canada, enfin les dernières infos que j'ai c'est en 2020, mais là je voulais vraiment du 2021 et hors pandémie, ce qui n'a rien à voir. Il faut savoir qu'en France et en Europe, mais en France, on est au 20e suicide d'enfants à cause d'images pornographiques dédiées aux réseaux sociaux, de ce qu'on vient de dire, de l'année 2021. La dernière en date, d'après ce que je vois, c'est donner la mort au Morbihan. Elle avait 14 ans et la jeune fille a mis à la fin de ses jours, entre la nuit du 11 au 12 novembre, au domicile familial. La dernière en date avant elle était une certaine jeune fille qui s'appelle Chanel, et elle avait 12 ans. 12 ans.
messieurs et mesdames, moi je vous le dis tout net, quitte à pas me faire des copains, là il y a un raté d'éducation, il y a un raté de société et il y a un raté parental énorme parce que on peut pas. C'est la responsabilité aussi des parents, la responsabilité de se faire et de gérer à pas donner des cellulaires à l'âge de 8 ans, de pas donner des accès à des réseaux sociaux ou à des jeux dès l'âge de 7 à 12 ou de 14 ans parce qu'ils n'ont pas la maturité pour avoir le recul nécessaire. Et là, aujourd'hui, c'est encore une fois transmis via Snapchat, comme Nicolas venait de vous le dire. Et aujourd'hui, on est sur les taux de suicide, comme il le précise, là. En octobre 2020, c'était 6% des élèves en France qui seraient victimes de problématiques, justement, de photos à caractère sexuel, pornographique, peu importe comment vous l'appelez. C'est 700 000 enfants. 700 000 enfants. Et quand on parle d'enfants, c'est en dessous de 15 ans. Vous imaginez, c'est 40% d'élèves de primaire. Au secours. Au secours. Donc, par défaut, je pense que comme le suicide, malheureusement, est celle qui rapproche tout de suite le monde numérique au monde réel, bah, protégez vos jeunes. Protégez vos jeunes. Protégez-les de la vie privée. Protégez-les de ne pas faire de photos. Moi, évidemment, je me tairai tous les noms et autres, mais moi, j'ai un ami, là, de mon job qui m'a appelé parce que son fils de 19 ans s'est fait avoir parce que une jeune fille a décidé de lui montrer le haut de son buste de manière évidemment très explicite pour que le petit jeune homme soit tout à fait. Puis il est tombé dans le panneau avec tout ce qui s'est fait parce que tout ça a mis évidemment, on va dire 2-3 mois. Puis ce qui est arrivé arriva, c'est qu'à un moment donné la jeune fille a dit oh mais vas-y fais-toi de l'intégrale et fais-toi plaisir. Elle fait de l'intégrale, mais qu'est-ce que vous croyez qu'elle a fait derrière? L'intégrale, elle a évidemment fait les captures d'écran qu'il fallait pour faire. Puis après, on lui a demandé $5,000 toutes les semaines. Sinon, elle mettait les photos du jeune homme dans une position plus que problématique dans les réseaux Facebook et compagnie. Et tout ce que j'en parle est des meilleurs. Vous imaginez tout le boulot qu'il a fallu faire au travers déjà des parents, le fait que le gamin puisse quand même être conscient que son père ou sa mère allait pas le juger, mais ça aurait pu détruire n'importe quoi, la famille lui-même, et prendre un choix qui était évidemment totalement drastique. Enfin, je veux dire, c'est là où on comprend pas que mais pourquoi pourquoi parce que il s'est même lui il se leur dit après coup j'ai été bête, je pensais que mais non, il y a rien si on a fait des petits slaps dans nos webcams, mais que maintenant même dans les nouveaux laptops il y a le bouton pour cacher la caméra en automatique, c'est pas pour rien, c'est une notion, ou même pour pas l'oublier, pour pas le gérer. En plus, nos cellulaires maintenant, ils ont des caméras des deux côtés, donc faut faire attention. Donc je veux dire, par défaut, tout ça est vraiment, pour ma part, moi, c'est ce qui me touche le plus, parce qu'aujourd'hui, c'est simplement de la bonne logique qu'il faudrait et de la bonne conscience de maturité, d'éducation pour que ils n'arrivent pas à ce genre de choses, parce que les gamins sont très, très, très méchants entre eux, souvent répliquent malheureusement la vie des adultes sans avoir la maturité, voudraient vivre aussi la vie d'une gamine de 18 ans quand on en a 12. Puis en plus, il y a maintenant des jeunes filles qui, des fois, à 15 ou 16 ans, apparaissent, quoi qu'on en dise, physiquement comme des personnes qui en ont 20. Donc, évidemment, avec tout ce que ça comporte comme problématique. Donc, bref, je pense que l'éducation numérique doit absolument être une responsabilité familiale. Même, je précise qu'un grand frère qui le sait devrait l'apprendre à sa petite sœur et inversement. Et au-delà de ça, messieurs les parents, messieurs et mesdames, faites votre rôle de maturité à faire. Est-ce que on vous donnerait, je dis un point tout simple, comme je l'ai dit une fois à un de mes amis, t'as une arme à feu, prête-la à ta gamine. T'es malade. Alors pourquoi tu donnes un iPad et un accès à tous les jeux en ligne et à tous les réseaux sociaux où elle peut avoir des tonnes de problèmes? Je suis désolé, tu fais pas mieux que, ok, il n'y a pas un clic-clic là, mais c'est exactement pareil. On met des armes à feu très loin, on n'en a pas, ou il vaut mieux pas en avoir d'ailleurs, mais voilà, c'est
comme on le dit à chaque fois, hein, c'est pas une arme à feu qui tue quelqu'un, c'est quelqu'un qui est derrière l'arme. Hein. Quoi qu'on en fasse. Le réseau social, c'est pareil. C'est pas le réseau social qui est un problème, c'est ce qu'on en fait. C'est comme une voiture, hein, on roule pas à 200 km/h. Hein, c'est le gars qui accélère à 200 km/h. C'est toujours là le problème. Ouais, merci pour les chiffres que tu as amenés. Je trouve ça très intéressant, parlant, impactant. Merci beaucoup. Moi, pour la petite histoire, tu parlais des parents qui donnent des appareils jeunes à leurs enfants. Moi, mes parents, ça leur est tombé dessus. C'est même pas de leur faute. J'étais en 5e. Donc, 5e en France, j'avais 12 ans, 11 ans, 12 ans. Et là, c'est l'école qui m'a offert un téléphone. C'est l'école qui m'a offert mon premier téléphone parce que j'étais une bonne élève et c'était le cadeau de récompense à mes parents. Ils étaient pas contents. Et là que mes parents sont allés à l'école mais c'est quoi ce genre de cadeau? Offrir des livres plutôt aux enfants. Donc, ouais, c'était mon premier Nokia et bon, j'ai eu beaucoup de plaisir. Après, c'était un truc à forfait, donc si je mettais pas de sous dedans, ça marchait pas. Mais au moins, j'avais le petit jeu Snake, puis ça a fait une portion ça occupe. On parlait beaucoup des filles, on a parlé un petit peu des garçons, mais les garçons aussi, les jeux vidéo en ligne. Tu sais, on parle de cyberprédation, de personnes adultes qui entrent en contact avec des jeunes mineurs sur Internet à des fins pornographiques, sexuelles, peu importe. Mais oui, les filles, on en parle beaucoup et sont beaucoup ciblées, mais les garçons aussi, sur les jeux vidéo, il y a des gens qui vont clavarder avec ces jeunes en disant « Oh, il est cool, ton personnage, bravo ». Puis, tu sais, après, tout de suite, on va passer en privé, message privé. Et puis, tu sais, les garçons en sont aussi beaucoup ciblés, plus qu'on ne le pense. Puis, tu as mentionné quelque chose d'intéressant avec les jeux vidéo, tu sais, c'est les achats intégrés. Les achats intégrés, il y a des cartes de crédit, puis là, le jeune, il achète, puis il y en a pour 300, 500 $. Belle surprise sur la carte de crédit. Ça aussi, ça amène certains enjeux. J'aurais voulu, parce que je vois le temps qui file aussi, mais le temps d'écran, selon vous, moi, j'ai trouvé un petit peu des petits chiffres sur Internet. Je vais vous les donner, mais même au-delà de ça, j'aimerais vous entendre là-dessus tous les deux. Temps d'écran, sur Internet, je trouvais l'information que aucun écran ne devrait être permis avant 2 ans. 1 heure maximum pour les 2-5 ans. 2 heures max pour les plus de 5 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis moi, je renvoie ça aussi à la télé. Tu sais, quand on était plus jeunes, puis qu'on nous mettait devant la TV, c'est un écran aussi. Je vous écoute, je vous vois réagir. Oui, je suis relativement en accord avec ça. Ça a été ce que j'ai appliqué avec mes enfants. Ça ressemble à peu près à ce genre de choses-là où l'écran, même la télévision, n'était pas un échappatoire de mon rôle de parent. C'est-à-dire que j'étais présent dans la vie des enfants. Et une certaine forme d'animation. Là, je suis pas un type à jouer avec les enfants, mais quand même minimalement, de m'assurer qu'ils ne soient pas figés vers l'écran. Les écrans sont arrivés quand même assez tard dans leur vie et ça a toujours été contrôlé jusqu'à l'adolescence, où là, on a laissé un peu plus de marge de manœuvre, tout en éduquant tout au long de savoir c'est quoi les risques, faites attention. Ramener toujours l'idée de pas s'exposer inutilement, de comment jouer avec ça, puis comment le gérer. Ce qui fait que comme adolescent, il gère relativement bien l'usage des écrans, comme ça prend pas trop de place. Des fois, il y a des rappels à faire, c'est comme toute chose. Même chez les adultes, des fois, il faut rappeler les règles. Chez les adolescents aussi, il faut leur rappeler certaines notions ou certaines places que l'écran a. Donc, comme la règle, c'est de pas l'avoir à table, de vivre normalement essentiellement, là, comme on devrait vivre comme des humains avec du contact physique là, réel. Oui, la notion de l'écran, moi j'en ai une autre vision parce que dû à mon vieil âge, j'ai toujours été derrière un écran dès l'âge de 5 ans. Est-ce que pour autant je suis pas toqué comme Emeline ou est-ce que je suis pas plus ou moins débile? Je pense que oui, peut-être, mais à un autre niveau, parce que de ma part et à mon époque, il y avait évidemment pas Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Moi, je l'ai vu naître avec les kiosques micro, avec AOL de l'époque, CompuServe dans les années 90, des modems où moi j'ai connu les fameux BBS en 1987 où ça faisait et t'avais le cric-cric qui me faisait là. Donc bref, excusez-moi pour les oreilles pour les podcasters, mais je veux dire, on l'a appris à la dure et on l'a appris à l'ancienne. Donc c'était différent parce que c'était encore une fois comme un hackaday. C'était comme une notion de on pouvait pas faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. C'est sûr que maintenant, un enfant qui naît aujourd'hui en 2022, mais même qui naissait il y a encore 10 ou 20 ans, là, maintenant, encore pire depuis ces 10 dernières années, c'est du YouTube addon, c'est de l'Internet à haute voltige, c'est
toutes les, on parlait aussi des jeux, mais il y a aussi toutes les diffuseurs en ligne qu'on connaît, hein, que ça soit Netflix, Disney, Prime et j'en passe et des meilleurs. Donc, je dirais que en même temps aussi, et puis c'est pas une excuse ou de faire, c'est que c'est différent aussi. Moi, j'ai un fils unique. C'est différent d'avoir évidemment des temps d'écran différents lorsque vous avez des frères et sœurs ou lorsque vous avez une famille qui fait que par défaut, quand c'est le fils unique et qu'on a fait déjà le tour, il a souvent peut-être un petit 2 ou 3 heures de plus d'écran qu'il ne se doit. Là, je l'avoue, par défaut, c'est surtout si le gamin par défaut aussi pas facile non plus d'interagir avec quelqu'un qui n'est pas de son âge en même temps. Hein, c'est pas non plus si évident que ça. Donc on a toujours fait attention. Moi, ce que je vous ai dit, même en off, en OTR, avant qu'on démarre l'enregistrement, c'est que mon fils avait une interdiction de réseau social jusqu'à l'âge de 17 ans. Ça, par contre, ça a été non négociable. Et les jeux, dont les jeux qu'on appelait tout à l'heure et qu'on avait, que ça soit les MMORPG, mais surtout les jeux de guerre, là, ou que j'appelle les jeux qui ne font pas. Je différencie la notion de jeu où il n'y a pas une volonté de se transporter ou de se transcrire au jeu en face. C'est-à-dire les Modern Warfare, les Counter-Strike et compagnie, c'est trop facile. Enfin, c'est trop vraiment simulation sur la partie évidemment de la vraie vie. C'est sûr que d'être un troll ou d'être un magicien même dans tous les autres jeux ou comme Overwatch là, qui a été fait en plus par une psychologue qui savait comment mettre en addiction évidemment les enfants. C'est tout ça qu'il faut faire attention. Donc c'est là où après il y a coupure à vouloir. Donc moi ma coupure a été simple, c'est que de toute façon pendant les cours et pendant l'école c'était 2 heures dans la journée, hein, puisqu'il revenait de l'école à partir de 15h30, 16h. Et puis après c'était les devoirs et après fini. Aucun numérique évidemment, ou en tout cas aucun jeu avant de dormir et quoi que ce soit. On était un tout petit peu plus cool ou un petit peu plus laxiste, on va dire, pendant le week-end, pour lui laisser une petite zone un peu plus faire. Donc ça, c'est important là-dessus. Je pense que tu as raison au niveau des chiffres que tu as donnés sur le fait qu'avant 10 ans, d'avoir X heures tablette, téléphone ou télé, bon, je préfère à la limite qu'ils regardent un bon dessin animé qu'ils voient des abrutis sur YouTube en train de dire des conneries un peu en finir là, mais ça c'est un autre débat aussi parce que c'est la nouvelle génération de comment ils apprennent la vraie vie. Hein. C'est les YouTubers qui commencent à nous faire ça sérieusement. Moi, il y a même à un moment donné pour des raisons aussi de punition, je cloquais le YouTuber le YouTube directement par rapport à son adresse Mac et son adresse réseau là pour éviter éventuellement qu'il aille à faire, mais c'est là où il faut évidemment, encore une fois, c'est une notion de maturité, c'est une notion de logique. La logique veut dire que quand vous avez des familles en plus avec plusieurs enfants, vaut mieux qu'ils jouent ensemble et faire une moitié-moitié. Vous jouez aux jeux de société, vous jouez à d'autres jeux à l'extérieur, vous faites évidemment le sport. Enfin, on veut pas non plus faire une notion d'éducation absolue. Hein. Je veux dire simplement que la notion que si vous avez un jeune qui a aujourd'hui à 12 ans passe 7 heures par jour sur son écran, là vous avez un problème, ou là il y a un fail qui va évidemment se faire parce qu'il y a un moment donné, il y a des choses que vous ne pourrez pas voir, que vous ne pourrez pas confronter, on va dire, et de gérer évidemment correctement les aspects de sa vie sociale parce que en même temps il apprend en plus une vie sociale dont le YouTuber n'est peut-être pas du pays où vous êtes. Donc, si évidemment il décide d'une certaine manière, et selon en plus où lui-même le YouTuber a vécu, peut-être dans une famille socialement, on va dire bourgeoise ou pas bourgeois, ou avec éventuellement des volontés, c'est un petit peu comme on le disait au niveau des profs. Si le prof évidemment est déjà tenu à être quoi, il est catholique, il est protestant, il est pas ceci, il est pas cela, est-ce qu'on doit faire des religions, est-ce que les youtubeurs sont laïcs? Ça revient encore à une notion de laïcité, à une notion de république, à une notion de est-ce qu'on est là pour optimiser une certaine vue en fait de la chose. Donc pour vraiment faire attention. Puis moi je vais rajouter un point, parce que comme ça je vais vous rebalancer évidemment une autre chose, je rebondis là-dessus, c'est que les choses qu'ils vont publier en ligne, les choses qu'ils vont voir et compagnie vont influencer pour leur futur. Et ce que moi je veux dire aux parents aujourd'hui, c'est que plus vos enfants vont laisser de traces, ou plus il va y avoir de problèmes du côté réseau social, ou plus ils vont pouvoir éventuellement avoir un compte assez ancien, à part s'ils essayent de soi-disant l'effacer, mais comme on l'a dit tout à l'heure, et Emeline a bien eu raison, l'effacement est compliqué, les futurs employeurs, les futures demandes d'école,
Les futurs demandent, vous croyez qu'ils font quoi, les universités, quand tu veux un dossier super béton, puis qu'on a vu que tu as fait telle et telle affaire avec tel et tel ceci, puis t'inquiète, on a accès, puis c'est souvent noté en plus dans les dossiers d'école, donc ça se poursuit, donc là ça donne une petite alerte et ils vont aller rechercher. Puis quand tu vas demander éventuellement d'aller rechercher un job, que ça soit un job même temporaire pendant tes études ou un job, moi je vois pour mon fils, là il bosse à l'hôpital. L'hôpital, c'est trois passages pour pouvoir y aller. Même quand vous êtes préposé au ménage ou préposé aux bénéficiaires pour pouvoir gérer, c'est 3 passages à faire. Mais un des passages qu'ils ont fait, c'est vérifier ces histoires de réseaux sociaux. Et c'est parce que justement il y avait l'air, s'il a rien, qu'ils ont même été étonnés. D'ailleurs ils lui ont dit, d'ailleurs ils lui ont répété, c'est parce que vous connaissez pas mon père. Mais là le fait est, c'est que c'est ça le problème, c'est il y a rien eu. Et donc, la suite logique a été là. Donc, je veux aussi alerter les jeunes ou les parents qui nous écoutent. C'est aussi pour le futur de vos enfants et le futur de ne pas qu'ils puissent justement être protégés pour un job, pour une entrée aux études, une entrée à une université. N'oubliez pas, puis là, je fais un dernier point pour ressortir ce qu'a dit Emeline depuis là, les 2-3 interventions. J'ai mon épouse, puis je vous dirai pas où, et c'est à Québec, là. Et c'est pas très loin de là où je suis, qui travaille dans une grosse polyvalente, donc dans une grosse école secondaire. Et elle m'explique qu'il y a 3 semaines de cela, ils entendent des noms, ça part par 4 noms, puis avec des sonneries, et dès que la sonnerie se mettait, pouf, ils donnaient 4 noms. Ça a duré 16 minutes. D'ailleurs, ils se disaient, mais purée, ils vont arrêter quand? C'est pas possible, hein. Ils font quoi? Ils appellent la moitié de l'école, ils peuvent pas les appeler. Mais non, ils donnaient des noms précis, puis tout confondu, en fait. On a compris après coup que c'était toute classe confondue, de secondaire 1 à secondaire 5. OK. Puis là, ils ont eu l'explication le lendemain. En fait, le lendemain, il faut savoir que l'explication qui a été donnée, c'est qu'il y a eu 184 élèves. 184 élèves qui ont été appelés pendant 16 minutes pour aller dans l'amphithéâtre. Il y avait la SPVM, pas la SPVM, ça c'est Montréal. Vous avez compris. SPVQ. SPVQ, en fait. La SPVQ, il y avait évidemment tous les gens qui géraient l'école, plus des pédopsychiatres et compagnie. C'était toutes les gens qui avaient été notifiés depuis toute l'année à avoir fait de l'intimidation en réseaux sociaux et d'avoir attaqué des profs au travers des réseaux sociaux. 184 élèves. Et tout ça a été renvoyé aux parents. Tout ça pour les gérer, les influencer, leur dire on vous voit, on vous connaît, on vous a vu, ce que vous avez fait est pas bon. Et ils ont été vus 4 par 4 avec les flics et avec la pédopsychiatre derrière. Là, il y a 3 semaines, on est en 2022 à Québec. 184 personnes sur une école qu'on comporte 1600. Donc, on est à plus de 10%, on est à 15% de personnes qui ont utilisé des réseaux sociaux pour faire du mal. Donc, tout ça là, c'est pas de la blague. Il faut que ça s'arrête. Sinon, comme Poutine, ça va nous péter à la figure dans 10 ans. C'est clair et net. J'en suis intimement convaincu. Ouais, c'est impressionnant. Merci de nouveau pour ces chiffres, puis très, très proche de nous aussi. C'est assez incroyable. Tu as mentionné quelque chose, peut-être je voudrais rebondir par rapport à ça. Tu as effleuré le contrôle parental. Pour ou contre, messieurs, le contrôle parental? Totalement pour. Et quand je dis le contrôle parental, c'est un contrôle parental presque dictatorial. C'est ce que je dis à mon fils. T'es pas dans une démocratie ici. T'es dans une dictature totale. Là. Si tu veux aller voir du porno parce que t'as 20 ans, je te l'accorde, c'est logique parce que il y a un moment donné, il faut que ça se passe, là. Mais faire des trucs à la Snapchat, des conneries à 12 ans ou à 13 ans ou à 14 ans, quand j'y ai dit que c'était aucun jeu de guerre parce que t'avais pas le cerveau pour le gérer ou pas de réseaux sociaux, c'était non négociable. Je veux dire, au-delà de ça, il y a des fois où il vaut mieux pas le donner que croire de le donner et de croire qu'on va le gérer parce qu'à date, on devient feignant pour des
tonnes de raisons de je suis fatigué, j'ai pas le temps, il faut que je le voie, les logiciels se contournent, les gamins sont loin d'être bêtes parce qu'ils vont apprendre aussi avec des youtubeurs comment vous contourner. Il y a des hackers qui disent comment contourner ses parents. D'ailleurs, j'en ai trouvé 3-4 qui sont très très bons pour faire l'inverse de ce que nous on est en train de faire, et comment évidemment avoir ses parents à l'inverse. Bon là, pas de bol parce qu'évidemment tout est tenu par mon système de DNS et mon routeur. Donc là, tant qu'il a pas le mot de passe, c'est mort. Mais je veux dire, c'est plein de choses comme ça qui fait qu'aujourd'hui vous devez avoir un contrôle parental, mais un contrôle parental qui est pas le contrôle parental où j'ai mis une excuse d'un certain logiciel qui va vérifier, comme souvent des entreprises mettent des antivirus et dire ah je suis protégé. Non, c'est beaucoup plus large de ça. Et puis il faut parler. Faut simplement parler et puis faire des journées réseaux sociaux une fois dans l'année avec la famille, ou comme je vous l'avais expliqué une fois en ETR, nous on fait une fois par an une journée password day, c'est-à-dire on change toutes les passwords de tous les comptes, puis on vérifie tous les comptes, puis on regarde que tous les comptes pour tout le monde sont en two factor, que tout est bien ok, que tout est bien géré, qu'on a bien changé, on alterne les mots de passe et compagnie, parce que ça fait partie aussi de l'hygiène. On parle de contrôle parental. Pour moi, le contrôle parental, je préfère dire de l'hygiène numérique parentale. Parce que l'hygiène numérique parentale fait que même le parent va se mettre en hygiène lui-même. Parce que c'est ça aussi. C'est ce que toi t'apprends à tous tes gens, Emeline. Que ça soit de toute façon dans le monde pro, qui eux-mêmes doivent leur faire dans le monde privé. Donc, oui, moi, totalement pour. Je vais laisser Nicolas, évidemment, répondre, mais pour moi, c'est totalement important. Ouais, ben, je suis un peu moins dictatorial que tu peux l'être là, sur ce genre de choses-là. Fait qu'il y a plus de marge de manœuvre, mais le point pour moi qui est très important, c'est la discussion. C'est tout le temps de parler, de pas laisser les YouTubers, de pas laisser ce qu'ils voient les autres influencer ce qui est important. La discussion parentale, elle est très importante. Puis ça, on n'y échappe pas. Puis justement, c'est une partie du problème. Tu parlais du 184 personnes. Ben, c'est probablement 184 personnes qui n'ont pas eu de discussion de leurs parents sur ce genre de choses, qui ne les a pas sensibilisés, qui ne les a pas amenés. OK, peut-être pas 184, mais peut-être qui ont été discutés puis qui ont été influencés. Mais il demeure que ces personnes-là, puis j'ai été mis au courant de d'autres affaires, là, ça c'est dans la tienne, mais à travers mes enfants, je sais que sur les autres, dans le cas, c'était Instagram, je pense qu'il était utilisé pour démolir des gens, qui étaient de ce genre de choses-là. Donc, ça existe. Il y a des actions qui sont prises, malheureusement, par les écoles. Pour moi, c'est une solution de dernier recours, que ce soit l'école qui doit intervenir à ce moment-ci. C'est parce qu'on n'a pas fait comme parents le rôle qu'on aurait dû. Mais en même temps, ça signifie que les parents ne sont pas bien outillés, sont un peu laissés à eux-mêmes là-dessus. Comme je disais en plus en entrée de jeu, on est la génération de parents qui n'a pas grandi avec les réseaux sociaux. Frank l'a répété d'ailleurs aussi. Nous, moi-même, j'ai connu plus les potes des BBS, ce genre d'éléments-là où la fluidité de l'information était quand même beaucoup moindre que maintenant. Puis c'est probablement ça le problème. Puis même en tant qu'adulte, on a misère à trouver. Fait que même nous, qui dans la technologie, on est capable de rattraper. J'imagine les parents qui n'ont pas cette habilité-là. J'ai eu un cas récemment d'une personne qui m'a contacté justement parce que son adolescent était en train de s'infiltrer dans un réseau de criminels informatiques. Donc, dans ces conditions-là, les garçons, Emeline disait, les garçons sont touchés. Oui, ils sont touchés, mais pour d'autres raisons. Parce que si lui, c'est dans une infiltration dans un réseau de cybercrime dans lequel cet individu-là était mis en contact avec la facilité de le faire et l'absence de conséquences de le faire. Donc, à ce moment-là, ça l'amène des comportements qui peuvent être déviants, puis donc d'attirer les jeunes garçons dans des zones qui sont négatives. Donc, encore là, puis je dis pas que cette personne-là, ses parents ont manqué de communication, mais c'est toujours de ramener le plus souvent pour justement éviter les déviations qui se font. Que les réseaux d'influence des jeunes sont des fois plus forts que ce que les parents ont pu réussir à faire aussi. Totalement d'accord avec toi, Nicolas. C'est comme là la notion de la guerre en Ukraine et de forcer les gens à aller hacker et compagnie. N'oubliez pas que vous avez les lois de protection à travers des pays, c'est très mauvais. Il y a des groupes aussi qui ont essayé en même temps de profiter justement de ça pour remettre
les personnes en disant tenez, regardez, c'est toutes les personnes qui voulaient hacker en même temps et qui ont été basculées sur les réseaux sociaux, donc ce qui est complètement aberrant. Ce que j'ai mis aussi, et je le précise, Nicolas pourra peut-être le mettre dans le podcast, je sais qu'on le fait quand on travaille, j'ai mis un lien, il existe autant en anglais qu'en français. En PDF, c'est l'Ontario qui l'a fait là. L'Ontario a géré, il y a un commissaire à l'information et à la protection de la vie privée à l'Ontario, et ils ont mis en place en septembre 2021 un jeu pour enfants et un PDF, autant anglais-français, pour tout ce qui est du jeu de la vie privée. D'ailleurs, ils disent qu'on peut, si on n'est pas à titre commercial, on peut le diffuser autant qu'on veut. Donc là, je viens de mettre les liens du PDF FR évidemment sur le chat à Nicolas pour qu'il puisse le mettre au pire sur la suite du podcast. Donc je vous invite vraiment à aller télécharger ce PDF. C'est un PDF extrêmement bien fait avec des super jeux pour les plus petits et qui va essayer au travers des activités d'enfants et des jeux de permettre justement aux plus jeunes de voir un petit peu qui est quoi et peut-être à amener à cette fameuse discussion. Parce qu'en fait, il faut aussi un support pour amener à une discussion et ce genre de support permet de « Ah oui, t'as raison papa, moi j'ai eu ceci, moi j'ai eu cela. Ah ouais, un tel m'a fait telle et telle blague et j'ai pas vraiment apprécié, telle et telle chose ont été gérées et ainsi de suite. » Bref, ça va permettre évidemment de lancer une discussion en disant « Bon, au fait, et toi, t'es comment? C'est quoi ta vie? Est-ce que ça va bien? T'es bien protégé, t'as de bons mots de passe, est-ce que je suis au courant de tous les mots de passe, est-ce que je suis au courant de tous tes comptes que t'as ?» Bref, est-ce que les gens ou les parents se refusent de regarder aussi toutes les photos qu'ils ont à l'interne au travers des cellulaires, hein, tu sais, on peut être malheureusement très très surpris. Ça a été le cas d'un de mes amis, et pas le même que j'ai expliqué tout à l'heure, mais d'un autre ami il y a de cela un an. Il a chopé le téléphone de sa gamine à 14 ans. Waouh, heureusement qu'il l'a pris parce que je crois que là, puis en plus selon éventuellement c'était sur un iPhone ou sur un Android, pas de bol, elle avait aussi, là elle avait un iPhone et coup de bol ils avaient pas installé le iCloud, mais vous imaginez une mauvaise manip genre je te cherche ça et puis ça se barre dans le cloud et compagnie, là pour le coup au revoir monsieur dame, là ça faut pas l'oublier non plus, donc non c'est je pense très important je crois de parler, et je pense que Nicolas a tout résumé là-dessus. Je pense que c'est vraiment le dialogue qui amène le point là. Mais au-delà de dialogue, je pense qu'à un moment donné, sur un certain âge, c'est pas qu'il y a pas de dialogue, c'est votre rôle parental du contrôle que disait Emeline, de dire non. Tu l'auras quand tu auras la maturité pour comprendre un certain nombre de choses, parce que sinon ça va être problématique. Puis dites-vous bien qu'à aujourd'hui, celui qui n'a pas de réseaux sociaux à 12 ans a moins de problèmes que celui-là qu'on a un, je peux vous l'assurer. À date, sur ce que je vois et ce que j'entends, c'est vraiment plutôt l'inverse qui se passe à aujourd'hui. Vous faites plus un cadeau à vos enfants que vous en faites un à l'envers. Absolument. Puis on va boucler là-dessus parce que je pense qu'on a encore largement débordé ce qu'on voulait. Je pense qu'on va devoir remettre ça parce qu'on n'a pas, je pense, vidé le sujet encore. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ça. Je vous remercie énormément de votre collaboration. C'est un sujet qui est très passionnant de toute apparence. Je pense qu'on va continuer à se passionner sur ce sujet-là. Oui, toujours un plaisir. Merci. C'est toujours un plaisir de vous avoir, les amis, vraiment. Puis on n'oubliera pas en même temps, Emeline, de parler des anciens. On fera comme ça un lien aussi au niveau des anciens, parce que ça fait partie aussi des deux extrêmes qui font malheureusement et qui sont qui subissent malheureusement les tracas dans d'autres domaines pour nos anciens, mais qui sont pas non plus comme on dit en Europe, piquer des hannetons, hein, c'est sacrément problématique et souvent ça leur coûte cher aussi. C'est ça le problème. Ouais, c'est un plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous et je vous dis à la prochaine en tout cas. Également, au revoir.